Alors, Robert Charlebois, bonsoir. Bonsoir. Quand tu es venu en France pour la première fois, c'était en 69, tu avais Lindbergh, qui était ton grand succès. Oui, et tu as fait l'Olympia avec Georgette Plana, c'est une bonne idée. C'était très planant. Là encore, tu vois, c'est comme je veux de l'amour, je veux plus que tu m'aimes, c'est la suite dans les idées. C'est un Québécois qui faisait une vedette américaine. C'était l'humour de... J'étais plutôt en vedette chinoise, parce que Georgette Plana était en vedette américaine, de Rhoda Scott, qui était elle-même en vedette japonaise, de Liliane Saint-Cyr, qui était en vedette de je sais plus quoi, et la grande vedette, c'était Antoine. Tu as commencé à chanter un an avant, à New York, en 68, à peu près. Oui, je faisais des petites boîtes, le Cyclope, entre autres. C'était à l'époque où Des Lunes ne se faisait pas encore appeler Bob. Mais c'est vrai que tu chantais du folklore médiéval à l'époque. C'est-à-dire que je composais du folklore médiéval. Ça, c'est terrible. C'est quoi le folklore médiéval? Ben non, c'est parce que je savais que 2 ou 3 accords, dont Mi mineur et Ré majeur. Et que la plupart des chansons de Robert de Visé qui ont été composées au Moyen-Âge ont été faites avec ces 2 accords-là. Alors, je mettais Tu préférais jouer ça? Ben, j'avais pas le choix. Après, tu as eu une période de gloire absolument énorme. Après, j'ai appris d'autres accords. Ouais, tu as appris d'autres accords, tu as fait de très belles chansons. Les électrocutés surtout. Tu t'es un peu endormi sur tes lauriers quand même, non? Je sais pas. Il y a des gens qui disent ça. Les gens sont toujours... Tu l'as pas dit, toi, ça? Non, mais il y a quelqu'un dans l'avion qui m'a dit hier, vous chantez beaucoup mieux qu'avant, mais vos chansons sont moins bonnes. Équilibre, encore la sienne. Ça fait toujours plaisir. Les gens disent ça pour être gentils. Mais c'est pas m'endormir sur mes lauriers, c'est que, à un moment donné, j'ai décidé que je voulais pas être le plus riche du cimetière et que je voulais prendre le temps de vivre, d'élever des enfants, de les faire. Et ça a été mes 2 meilleures chansons, c'est Victor et Jérôme. Mais cette attitude cool, tu l'as toujours eue, parce que quand tu faisais du cinéma, c'était pareil. Tu as fait un film qui s'appelait Un génie, un associé et 2 cloches, Damiano Damiani. Avec Avion, c'était pas un film. Supervisé par Sergio Leone. Oui. Et tu jouais avec Terence Hill, tu remplaçais Bud Spencer. Et Miu Miu, c'est ça. Ouais. Et un jour, c'est lundi de Pâques, et toi, t'es parti en Antibes, raconte ça. Eh mon Dieu, ce qui explique que ma carrière au cinéma italien a été très brève, c'est que j'avais demandé à Miu Miu, moi, si on travaillait le lundi de Pâques, et puis Miu Miu m'a dit non, on travaille pas. Et le lundi matin à 8 h, j'étais au Cap d'Antibes, mon téléphone sonne, c'était Sergio Leone avec un gun chargé probablement qui me disait il y a 200 figurants qui t'attendent sur le plateau. Là, j'ai dit si je prends la bagnole, Sergio, j'arriverai pas avant 5 h ce soir. Le premier avion est à 11 h et évidemment, il m'a bien expliqué qu'au cinéma, ça se faisait pas, que s'il n'avait pas investi déjà un peu d'argent sur moi, j'aurais été clairé, comme on dit. Et puis ensuite, quand est venu le temps de faire la promotion, j'avais un billet de réservé pour le Club Med d'Assini, je crois. Et puis il y a une femme qui s'appelait Shula Siegfried qui me dit « Il faut venir faire la parade, la promotion avec Sergio. » Je dis « Non, je regrette, mais j'ai pris mon billet pour le Club Med. » Elle dit « Si vous ne venez pas faire la promotion, vous ne tournerez plus jamais en France. » Et je n'ai plus jamais tourné en France. Elle avait raison. Tu leur as fait faire 80 briques quand même à Sergio Leone. J'y avais fait, j'ai fait faire beaucoup d'argent à Sergio. Et je suis resté bon ami avec lui quand même. Bon, et j'ai eu beaucoup de peine cette année quand il est mort. C'est vrai que les Indiens, ils ne savaient pas se servir des flèches et des arcs. Ça m'a fait pleurer. Quand j'ai vu des Italiens montrer à des Indiens comment tenir un arc et comment tirer une flèche, là, j'ai eu une petite larmichette parce que là, j'ai réalisé comment ça peut se faire vite, finalement, une dégénérescence. Alors, si c'était à refaire? Si c'était à refaire, je referais tout comme ça. Tout pareil? Je crois que oui. Parce que, bon, les 7 années où j'ai vraiment vécu à élever mes enfants et à savourer la vie, ça a été, bon, sur le plan professionnel, on peut penser que j'ai rien fait. On emmagasine toujours des musiques, des images. Ma mère, elle comprenait ça. Ma mère, elle me voyait quelquefois. Non, elle m'aimait beaucoup, bien sûr. Elle me disait, c'est pas parce que t'es mon fils, mais je trouve que tu chantes mieux que les autres. Elle était très objective. Et non, mais elle me voyait quelquefois passer des longs après-midi comme ça, flâner, puis ça énervait mon père. Puis elle disait, non, Robert, il y a quelque chose dans sa tête. Il est en train de nous préparer quelque chose. Alors, est-ce que tu es prêt, Robert? On va faire une interview. Non, je suis pas prêt du tout. On va faire une interview. Allons-y. Ton plus gros coup de fric, ce qui t'a rapporté le plus de pognon jusqu'à maintenant? Mon plus gros coup de fric? Ben, je dirais pas que c'est un coup de fric, mais en tout cas, le plus beau souvenir d'émission de télévision de ma vie, c'est quand je suis allé en Guadeloupe, il y a 2 semaines, faire une émission qui s'appelle Les Grandes Vacances,
où ils m'ont payé un séjour d'une semaine en Guadeloupe chez moi pour faire 2 chansons en playback, plus une semaine sur ce merveilleux bateau qui est le Club Medwan, où j'ai travaillé une demi-heure pour présenter une chanson. Et en plus, j'avais un cachet assez spectaculaire par rapport au cachet. Et là où tu as perdu le plus de pognon, plus grosse perte. Je crois que c'est quand j'ai gagné à Spa en Belgique. Écoute, ils m'avaient réglé un gros paquet de francs comme ça. Et j'étais à l'époque assez fou, assez flyé. Je mélangeais les paradis artificiels avec beaucoup d'appétit. Et je m'étais ramassé à Pigalle, je crois, dans un endroit qui ressemblait beaucoup à ta première émission de Noël il y a 2 ans. Et je crois que je m'étais fait assommer par des pimps et je me suis retrouvé... il m'avait soulagé de tout mon gain de spa, qui était peut-être autour de 2000 $, ce qui était beaucoup d'argent à l'époque. Et tu te souvenais plus de l'histoire avec la fille, en plus? Non. Je me souviens juste qu'il y avait un couvre-lit fleuri avec des tapisseries fleuries, puis un plafond fleuri, puis un tapis... Enfin, il y avait beaucoup de fleurs. Beaucoup de petites fleurs. Puis des étoiles. La meilleure défonce que tu as jamais pris? Je crois que c'était avec Patrick McGoon, qui jouait aussi dans le film. Oui, c'est le prisonnier. Et lui, c'est un Irlandais. Il buvait du gin, mais pour le suivre, il y a lui que j'ai essayé de suivre un jour sans succès parce qu'il commençait au gin tonic le matin vers 10 h. Et Gainsbourg aussi. Je me disais, Gainsbourg, ça doit être une rumeur et tout ça. Et puis il est venu faire une émission de télé il y a 2 ans. Il m'avait donné rendez-vous au bar à 10 h le matin avec le 26 onces de Ricard qui s'est tapé avant le déjeuner, qui n'a pas mangé. Pendant l'émission, il s'est tapé une douzaine de bières, des Labatt Bleues, c'est nourrissant. Et en sortant de l'émission, il est allé au bar et là, je crois que ça fait des défonces plus blackoutesques, si je peux inventer le mot, que n'importe quel joint ou drogue chimique ou cocaïne, etc. C'est terrible, l'alcool. Terrible. Et la défense la plus flippante? La défense la plus flippante? Plus mauvais stuff que tu n'aies jamais trouvé? Ah, c'était une pilule que j'avais achetée à San Francisco. Elle venait de sortir d'un laboratoire, sûrement à l'époque où... bien avant l'ecstasy, à l'époque où il y avait toutes les sortes d'Angel Dust et de LSD, je sais pas quoi. Elle était grosse comme une tête d'épingle. J'étais avec un copain. Il dit, on va la couper en 2. L'autre qui nous la vend, il dit, je vous conseille de la couper en 4. On a dit, hey, nous autres, on vient du Canada, on connaît ça. On l'a coupé en 2. Et pendant 3 jours, j'étais même incapable de signaler un numéro de téléphone. Je savais plus mon nom. S'il y avait un autobus qui rentrait, tu le voyais pas, c'est ça? Je le voyais pas, je le sentais pas, non. Ça a été très long. Ça n'y a rien à faire. Tu peux manger un steak, prendre une douche, tu restes comme les néons allumés derrière les oreilles. Et je recommande pas ça à mes enfants du tout. Non, bien sûr que non. Alors, ce que tu préfères... C'est dangereux, c'est comme toutes les drogues chimiques, on sait jamais dans quoi on peut tomber. Ce que tu préfères dans le sexe? Ce que je préfère dans le sexe... On parle d'égalité des sexes, mais il n'y en a pas 2 de la même grosseur, évidemment. C'est avant et pendant. Après, post coitum humanum trustum est. Dis donc, mais ça parle latin, le Québec, aussi. Ce que tu détestes dans le sexe? L'émission que j'avais vue était pas mal raide, là, ton émission Bain douche, là, les sadomasochistes. Avoir une érection en léchant ou une éjaculation énorme en léchant des semelles de bottes, ça me dégoûte un peu, franchement. C'est grave, quoi. C'est grave. On est dégoûtant, il n'y a pas d'enfants qui écoutent ça. Là, à cette heure-là, ils vont toucher les enfants. Ce que tu aimes le plus en toi? Ce que j'aime le plus en moi? Je crois que c'est mon sens de l'humour, finalement, qui est à peu près à toute épreuve. Tu aimes bien le coup? Il m'a pas lâché jusqu'à aujourd'hui. Tu tiens le coup. Oui, je tiens le coup. Ce que tu aimes le moins en toi? C'est peut-être mon côté, pas paresseux, mais lent. J'ai l'esprit d'escalier. Comme en sortant de l'émission, je me dis que j'aurais dû y répondre ça. Et je vais déjà être en train de claquer la porte. Alors, c'est ça. Si j'avais un vœu à me faire pour une autre vie, ça serait le sens de la répartie instantanée. Moi, je trouve que tu t'en sors pas mal. Oui, mais pas... Enfin, je connais des gens qui s'en sortent mieux. Après